Bonjour monsieur le député, Bonjour, merci à vous de nous accueillir ici à l'Assemblée nationale. merci de votre invitation, je suis ravi de vous voir. Charles-Henri Aloncle ou Charles Aloncle, comment on vous appelle? C'est comme vous voulez, c'est ce que vous préférez, c'est un peu à la carte. Non, effectivement, moi j'ai pas mal d'amis proches qui m'ont toujours appelé Charles, comme une partie de ma famille. Et donc je me suis senti aussi proche d'un Charles-Henri que d'un Charles, donc vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Ok, première question, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vous voit? C'est la question que je pose à tous mes invités, c'est vous qui choisissez. Bah, si vous me la posez, c'est compliqué de vous dire non, non, on va se vous voyer. Non, on peut se tutoyer et je pense que l'écart de génération doit pas être immense. Bah, je suis quand même un petit peu plus vieux que toi. Ah ouais? Ouais, tu as 31 ans, c'est ça? Exactement. Bon, j'en ai 37. T'as 31 ans, tu as grandi à Versailles, tu as passé ton bac dans une école privée, catholique. C'est péché, visiblement. En ce moment, c'est compliqué, en tout cas. Bah, tout le monde pourtant cherche à mettre ses enfants dans le privé. C'est d'ailleurs tout le drame de l'éducation nationale. On paye des impôts assez élevés pour financer un système dont que les parents veulent proprement éviter. Donc ça aussi, c'est une vraie question qu'il faudra se poser. Non mais c'est l'école catholique, moi dont je parlais en ce moment, on a l'impression qu'on la montre beaucoup du doigt, cette école catholique entre Stanislas et ce qui s'est passé à Notre-Dame de Bétharram. Est-ce que c'est, je vais pas dire un déchirement, mais est-ce que c'est personnellement compliqué d'entendre des choses comme ça sur l'école catholique? Moi, je me sens pas lié plus que ça à Stanislas ou à cette école de François Bayrou. Moi, j'ai été extrêmement... je suis très reconnaissant de l'éducation que j'ai pu avoir, de la qualité de l'encadrement des professeurs. Et c'était un encadrement, il faut le dire, strict, très honnêtement, avec une très grosse charge de travail. Parfois, des conditions qui, en tant que parent, on peut se dire est-ce que c'est pas un peu too much pour ses enfants? Mais je pense très honnêtement que si je suis en face de vous aujourd'hui, c'est en très grande partie grâce à la qualité de cet enseignement, aux valeurs qu'on m'y a inculquées. Peut-être probablement que demain, si j'ai des enfants, je serais ravi de les mettre dans le même établissement auquel j'ai été. Bon, alors c'était pas ma question d'ouverture, hein, mais je te disais, donc tu as 31 ans, tu étais en école privée, catholique, tu as créé l'UMP lycée. C'est vrai. T'es très renseigné. Parce Bah que oui, j'ai ça, travaillé. ces infos, je sais pas où tu les as trouvées, mais tout est vrai. EMP lycée, tu étais créateur des Jeunes avec Sarkozy aussi. Tu as voulu diriger les Républicains jeunesse. Tu es de droite Je suis de droite, ouais. et tu as rejoint Éric Ciotti. Absolument. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était nickel jusque-là. Ah Pourquoi non. rejoindre Éric Ciotti? Éric Ciotti, il est quand même contre Sarkozy, aujourd'hui à fond. Alors aujourd'hui, les relations sont un peu plus compliquées, un peu plus tendues, bien que ils se sont revus, ça je le sais de sources sûres, ils se sont revus, je ne sais pas dans quelle mesure l'information est confidentielle, mais ils se sont revus il y a à peu près 3 semaines. D'accord. L'échange s'est très bien passé. Donc tu vois, certes, ils se sont envoyés des petites piques à la création de l'UDR à la fin août par médias interposés, mais aujourd'hui, ils se sont revus. Je ne pourrais pas te dire qu'ils sont les meilleurs amis du monde, mais je pense que Nicolas Sarkozy, je ne veux pas parler en son nom, mais comprend d'une certaine partie cette démarche d'union des droites qu'on est en train de proposer. Moi, si je l'ai suivi, à l'époque où il était candidat face au Juppé, face au Le Maire, face à ces espèces de technos qui ne voyaient la France qu'à travers les notes France Stratégie, qui étaient entourés de diplômés de grandes écoles et de gens relativement déconnectés qui avaient pour horreur les entre guillemets basses passions populaires qu'ils ne comprenaient pas. Moi, si j'ai choisi Sarkozy, c'est parce que c'était le seul qui était capable de parler aussi bien à la France populaire, à une France rurale qui est en quête d'enracinement et de respect, et à cette France un peu bourgeoise qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Et c'est ça qui était aussi très fort. Il était en capacité de créer du commun, là où aujourd'hui beaucoup de politiques sont sur des rentes et ne s'adressent qu'à des castes sociales très définies, quoi. Non mais d'accord, mais moi ce que je te dis, c'est que si tu as rejoint Éric Ciotti alors que il était un petit peu en froid avec Nicolas Sarkozy et que tu étais un pro-sarkozyste au départ, c'est assez étonnant parce que Sarkozy, c'est quand même le dernier à avoir battu le Rassemblement national, le Front national, à avoir fait baisser Jean-Marie Le Pen après 40% d'ascension, 40 ans pardon, d'ascension élection après élection. Donc c'est quand même le combat de sa vie, le RN. Et là, tu rejoins Éric Ciotti qui, lui, rejoint le RN. Mais alors, c'était il y a 17 ans. Donc aujourd'hui, le RN, c'est la droite. Mais bien sûr. Je pense que le programme du Rassemblement national et ce qu'on propose aussi à l'UDR avec une nuance beaucoup plus libérale sur la dimension économique, c'est exactement le programme un peu de cette droite qui a beaucoup proposé ces dernières décennies, qui malheureusement, quand elle a été aux responsabilités, n'est pas allée jusqu'au bout du programme qu'elle assumait pourtant devant les électeurs. Mais évidemment que le programme que propose aujourd'hui le Rassemblement national et l'UDR est un programme de droite. Quand vous regardez
Alors c'est un exemple qu'on cite souvent et je trouve qu'il est assez éloquent. J'étais même pas né Ouais. quand vous regardez les assises de l'immigration organisées par le RPR, avec aussi pas mal d'élus centristes de l'époque, les Juppé, les Bachelot, enfin voilà, c'est un certain nombre de personnalités qu'on ne peut pas accuser d'être d'extrême droite. Ils étaient encore plus durs sur l'immigration, sur le rapport entre l'islam et le respect des valeurs de la République. Ils allaient beaucoup plus loin que ce qu'on peut proposer, nous, aujourd'hui, dans notre programme, qui, je pense, est un programme de bon sens, dans la mesure où il est appelé, sur beaucoup de sujets, par une immense majorité des Français. Ouais, mais après, c'est une question de symbole. Tu vas croire que je fais une fixette sur Éric Ciotti, pas du tout. C'est simplement que Nicolas Sarkozy s'est battu contre le Rassemblement national pendant des années. Et là, il y a quelques semaines, on voit Éric Ciotti être quasiment au premier rang de l'enterrement de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que c'est pas un peu bizarre pour des gens qui se disent de droite, qui se disent LR à la base, d'en arriver à être au premier rang et je parle pas du fait qu'il soit mort et tout, c'est juste dans le symbole, au premier rang de cet enterrement. Franchement. Toi, tu l'as bien vécu, ça ? Alors, moi, j'ai été profondément choqué par les démonstrations de joie et toutes les outrances de Ça, on en l'extrême a gauche parlé dans une autre à interview, on est l'occasion, d'accord ? absolument, à l'occasion de la mort de Jean-Marie Le Pen. Ce que je peux t'expliquer, c'est que Éric Ciotti, depuis à peu près 8 mois, a développé une vraie relation de confiance avec Marine Le Pen. Ils avaient tous les deux un passif, parce que tu le disais, on venait de familles politiques différentes, Ouais. où on s'est par le passé combattu, on ne s'est pas ménagé par le passé, ça c'est sûr. Même si, au fond, sur les idées, je pense que C'est pareil ? entre les sympathisants, les militants, les électeurs du Rassemblement national et ceux des Républicains, honnêtement, sur l'immense majorité des sujets, 80-90% des sujets, je pense notamment au thème régalien, il n'y a aucune différence. Mais si aujourd'hui, enfin, s'il est allé, je ne veux pas parler en son nom, mais s'il était à l'enterrement de Jean-Marie Le Pen, c'est aussi pour témoigner une marque d'affection, de soutien, dans un moment extrêmement dur que Marine Le Pen a traversé à titre personnel. On a vu à quel point elle avait été éplorée, Ouais. à quel point cette famille politique avait aussi perdu d'une certaine façon une figure de tutelle. Même s'il s'en était détaché, il l'avait mis au banc, il l'avait exclu de la présidence d'honneur du parti. Donc ils avaient aussi fait leur révolution. Mais c'était un témoignage de soutien, d'amitié. Et il faut aussi dire que Jean-Marie Le Pen a été une figure de la vie politique, avec ses outrances, avec ses excès, les fronts regrettables qu'il a pu ouvrir et qui, je pense, a fait perdre un peu de temps à la droite. Ça me paraît tout naturel qu'Éric Ciotti vienne témoigner son soutien, que d'autres députés proches de Marine Le Pen viennent témoigner leur soutien. Non, mais alors, Charles-Henri, je vais te dire un truc. Moi, je trouve ça fou de dire ça. Par rapport à l'histoire des Républicains et de la droite française, de dire que c'est normal. Je pense qu'il y a 3 ans, Éric Ciotti, ou des personnalités de droite, parce qu'on prend Éric Ciotti, mais même des députés à l'intérieur du RN n'auraient pas été à cet enterrement, on n'aurait pas voulu être filmé à cet enterrement. C'est qu'il se passe quelque chose dans la société de radical, non ? D'une certaine manière. On est en train de banaliser quelque chose. Quelqu'un qui a été condamné pour propos antisémites, on les connaît, pour racisme, pour homophobie. Mets-toi à la place d'Éric Ciotti. Tu es en train d'écrire une page de la droite qui est parfaitement inédite. Tu es en train de bâtir une alliance avec un groupe parlementaire, l'UDR, une alliance très solide qui est inédite, où il y a tout à construire, avec une personne, Marine Le Pen, avec qui tu passes une bonne partie de ton temps pour essayer de voir notre façon de travailler, d'une certaine façon dans l'indépendance, avec des textes qu'on ne soutiendra pas, issus du Rassemblement national, d'autres qu'on soutiendra. Enfin, il y a vraiment une relation qui a commencé à se construire depuis 8-9 mois. C'est un interlocuteur privilégié, particulier, avec qui tu es en train de construire quelque chose à titre aussi personnel. Ouais. Et cette personne perd son père, Ouais, mais c'est pas est obligé d'aller à profondément l'enterrement, tu peux faire un affecté et message. bouleversé. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est juste que c'est par rapport à l'histoire. J'entends ce que tu dis, je l'entends vraiment, je comprends, c'est des perceptions. Mais donc ça veut dire que pour 2027, tu soutiendras Marine Le Pen ou Jordan Bardella, Absolument. plus que Gérald Darmanin ou Édouard Philippe, qui sont quand même des personnalités de droite à la base. Mais Ils sont plus de droite. mais ces gens-là n'ont rien de droite. Il faut voir le bilan qu'ils laissent à la France. Il faut voir l'état Ils sont dans pas de lequel le droite. pays a été. Il faut voir Vous étiez dans le même parti. la pratique institutionnalisée du mensonge qu'ils ont totalement décomplexé. Ces gens-là portent une culpabilité sur l'état du pays qui fait que je ne me revendiquerai jamais de leur camp politique. Et je pense que les Français vont exprimer un regard extrêmement... Tu y as été à un moment donné quand même. Avec Gérald Darmanin. Gérald Darmanin et Édouard Philippe, ils étaient LR. Édouard Philippe, il était juppéiste. Et très honnêtement, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette ligne qui parlait à l'époque, lors de la primaire de 2016, il faut s'en souvenir, d'accommodement raisonnable. Édouard Philippe et Alain Juppé, dès 2016, à l'époque où on était censé être dans la même famille politique, nous disaient qu'avec l'islam politique, il fallait, à la méthode un peu Trudeau au Canada et dans d'autres pays comme au Royaume-Uni, pratiquer des accommodements raisonnables.
Ouais. C'est le début de la soumission, enfin très honnêtement. Donc moi je me suis jamais reconnu dans cette ligne béate qui nous mène droit dans le mur. Je me suis jamais reconnu aussi dans les mesures extrêmement fortes et un peu populophobes qu'Édouard Philippe a acté lorsqu'il était Premier ministre. Quoi, les 80 km/h, tout ça? Exactement, où on Qui sont sentait des vraiment... gilets jaunes pour toi? Ouais, et je pense qu'il porte la responsabilité sur ce grand mouvement populaire des Gilets jaunes. Et on sent que c'est quelqu'un qui est tellement déconnecté et qui, au fond, a un mépris populaire tel qu'à aucun moment, je pourrais considérer que cet homme est fondamentalement de droite. Et Gérald Darmanin, c'est pareil. Donc, Darmanin, Édouard Philippe, ça Ce sont des c'est élus quand réglé. même ouais, tu leur as bien réglé leur compte. Mais non, mais des élus locaux quand même de villes populaires, de villes ouvrières. Dunkerque, c'est Dunkerque, Darmanin. Tourcoing, Pardon. Le Havre pour Édouard Philippe sont quand même des villes ouvrières, populaires, dockers. Donc c'est pas la droite pour toi, ça? Ils sont légitimes à porter, à ceindre leur écharpe tricolore. Je ne leur enlève pas cette légitimité. Je leur enlève cette légitimité à s'exprimer au nom de sympathisants de droite, parce que se compromettre autant avec Macron, qui laisse le pays dans un tel état, avec une agression toutes les 42 secondes, avec une dette qui est abyssale, le FMI à notre porte, un record sur les défaillances d'entreprises, plus de 66 000 l'année dernière, un chômage qui est en train de repartir à la hausse. Le bilan, il faut honnêtement, je mets n'importe qui, n'importe quel macroniste au défi de nous donner un bon indicateur que Macron a réussi à sauver ou restaurer sur ces 7 dernières années. Donc à partir du moment où vous avez été Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, voté quoi en vous avez exprimé... 2017 En 2017 En 2017, j'ai voté Marine Le Pen au 2e tour. Ok. François Fillon, 1er tour. Et en 2022, Marine Le Pen, 2e tour. 2022 Marine Le Pen. Aux 2 tours. Je ne voulais pas de Valérie Pécresse, que j'avais trouvée calamiteuse lors de sa campagne, pour laquelle j'avais aussi beaucoup de doutes, vu son entourage, vu sa ligne. C'est une chiracienne, de toute façon. Aussi, il faut être un peu lucide. Comment t'as fait pour être au LR et à l'UMP si aujourd'hui tu tiens ces propos-là, et t'as le droit, mais comment t'as fait pour pouvoir te dire que tu ressemblais politiquement à ces gens-là? Parce que j'ai été fasciné par l'animal politique qui était Nicolas Sarkozy. Qui est une bête politique à nul autre pareil, et qui parle de la France avec un tel souffle, une telle compréhension, une telle dimension charnelle, qu'aucun autre homme ou femme politique de droite n'a pendant très longtemps pu exprimer. Donc j'ai été en quelque sorte très séduit par son discours, par cette fibre populaire, par ses déclarations d'amour permanentes à la France, à sa volonté de restaurer aussi notre souveraineté, notre fierté nationale. Et après, voilà, j'ai un peu de recul. Je pense qu'entre 2007 et 2012, malheureusement, il y a eu beaucoup d'actes manqués, beaucoup d'occasions manquées. Il a eu certes la crise financière à gérer qui, je pense, l'a un peu empêché pendant quelques années, mais il aurait pu aller beaucoup plus loin. En 2012, je suis très fier d'avoir fait sa campagne, parce que face à François Hollande, il n'y avait absolument aucune photo. Et d'ailleurs, en 2012, il a aussi mené une campagne sublime où il est revenu au peuple, peut-être un peu tardivement lors de sa campagne. Et 2016, rebelote. 2016, je m'engage pour lui, alors que j'étais dans des écoles où s'engager pour Nicolas Sarkozy, c'était être un énorme beauf qui avait rien compris à ce qu'attendaient les bourgeois, à ce qu'attendaient les gens un peu diplômés, qui eux connaissaient mieux que tout le monde le destin et le sens de la France. Pour ça? Ouais, bien sûr. Dans les grandes écoles, ne pas soutenir fait le HEC, maire. Je l'ai pas dit, t'as fait Sciences Po, HEC. C'est ça. On te traitait de beauf à l'époque parce que tu soutenais Sarkozy. On considérait que Sarkozy était un candidat de beauf parce qu'il osait parler à la droite du Tour de France, il osait sillonner. Il aimait Johnny Hallyday, il aimait passionnellement le Tour de France et le sport. Il aimait les Français, en fait. Je pense qu'il aimait d'ailleurs beaucoup plus les Français que la France. À la différence du général de Gaulle qui, lui, aimait passionnément la France, avait peut-être moins ce lien charnel avec les Français. Et c'est ça qui était magnifique. Tu lui as déjà rencontré, Nicolas Sarkozy? Tu lui as parlé? Ah bah oui, quand même. Et là, quand tu as rejoint Éric Ciotti, il t'a dit quoi? Alors, j'ai eu quand même une petite phase où je me suis éloigné de la politique sur les 7 dernières années pour connaître exactement, ton projet professionnel. Pour lancer une entreprise. Et donc, j'ai pris mes distances vis-à-vis des Républicains. J'étais mal à l'aise aussi avec le rapprochement de Nicolas Sarkozy avec Emmanuel Macron, parce que selon moi, Nicolas Sarkozy trahissait, en soutenant Emmanuel Macron, beaucoup des valeurs qu'on avait pu défendre, nous, à l'époque. Donc ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas revu, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas écrit, mais j'ai été très touché, je ne vais rien trahir, je ne veux surtout pas parler en son nom, mais j'ai été très touché qu'au soir de mon élection, le nombre de messages très touchants que j'ai pu recevoir de son entourage, certains d'ailleurs
tous se féliciter de ce qui m'est arrivé. Lui aussi s'est félicité de... Je voudrais absolument pas parler en son nom. Ce qui est sûr, c'est que à aucun moment il m'a dit la ligne politique que tu es en train de défendre est la bonne. Je l'ai exonéré de ça. Il ne soutenait pas la démarche d'Éric Ciotti et celle que j'avais aussi pu porter. Mais voilà, il y a cet attachement. Je sais que quand ils se sont revus avec Éric Ciotti, j'ai pu être... Enfin voilà, ils ont pu parler de moi. Je reste très attaché à lui. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu. Voilà, ça a été mes premiers amours. Mentor. Enfin voilà, Mentor. ça a été exactement. Et je lui en suis très reconnaissant. Maintenant, j'ai un peu de recul. Lui a beaucoup cheminé. Le Nicolas Sarkozy de 2024 n'est pas le Nicolas Sarkozy de 2007 ou de 2012 ou de 2016. Il y a eu l'épisode Macron, malheureux. Il dit beaucoup, j'ai changé. Il a changé. Ouais, je pense qu'il a changé. Je pense qu'il a changé et je pense qu'il est attaché à une sorte de réalisme et de pragmatisme politique dans l'exercice politique. Et moi, je ne suis pas encore suffisamment mûr pour ça. Moi, je pense que je suis trop jeune, je suis trop passionné par les convictions, par la sincérité intellectuelle d'un engagement. Et pour moi, considérer qu'il faut rentrer dans le cockpit de l'avion pour mieux le détourner, c'est déjà commencer à se compromettre sur ses valeurs et sur ses idées. Ça a été la stratégie qu'il a donnée à l'envi à tous les cadres LR qu'il recevait rue de Miromesnil. Je pense que ça a été parfaitement funeste pour la droite de s'allier avec Emmanuel Macron. Et on a perdu beaucoup de temps depuis à cause de ça. Donc toi, tu crois encore en la politique ? Ah oui, bah je serais pas là dans ce bureau et à vous répondre si j'y croyais pas. Tu as 31 ans, tu as été élu député de l'Hérault, UDR, donc tu es porte-parole de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Quand je te dis tu crois encore, parce que là tu vois sur le micro il y a écrit la politique ça existe encore. En vrai ça existe vraiment encore la politique, ça sert vraiment encore à quelque chose. On sent vraiment dans l'opinion publique que les gens en ont marre, alors ils ont été votés aux dernières législatives où tu as été élu d'ailleurs en masse, mais on sent qu'il y a un désamour en quelque sorte. Comment tu l'expliques ? Je l'explique parce que... Tu le constates d'abord ou c'est... Alors je constate un écœurement. Un écœurement, pas un désintérêt, parce que les Français restent un peuple éminemment politisé. Je pense que dans un dîner, les trois plus beaux sujets de conversation qui vont enflammer une table et faire passer une très belle soirée, ça va être de parler d'amour, de parler de Dieu et de parler de politique. Ouais. Et si on parle d'aucun de ces trois thèmes, on risque de se faire un peu chier. Les Français restent éminemment politisés. Je pense qu'il y a une distance qui a commencé à se créer à cause d'ailleurs de cette pratique du mensonge qui a été totalement décomplexée au plus haut niveau du pouvoir. Je pense à Sibeth Ndiaye, porte-parole de la présidence de la République, qui assumait dans les médias mentir pour protéger le président de la République, qui nous a sorti un lot de mensonges considérables sur les masques, notamment à l'approche d'une épidémie qui en plus était très inquiétante. Je pense à Darmanin, qui nous avait menti un nombre de fois incalculable. Les amateurs de foot s'en souviendront sur notamment cette finale de Ligue des Champions où il a tout mis sur les supporters anglais alors qu'il avait très bien les vidéos de vidéosurveillance qu'il n'a jamais voulu diffuser. Il a menti sur les OQTF, il a menti sur plein de choses. Je pense à Elisabeth Borne, qui a été Première ministre, qui a quelques semaines, dans cette enceinte même de l'hémicycle, nous expliquait que si on votait la censure, les cartes vitales ne marcheraient plus. Enfin, c'est tellement irresponsable de pouvoir dire ça, proférer un tel mensonge alors qu'on a été Premier ministre. Des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Et donc je pense que déjà, ça affaiblit évidemment la figure publique, la parole publique. Il y a ça. Il y a cette déconnexion aussi, notamment des parlementaires. Moi, je le vois à l'Assemblée au quotidien. Je vois à quel point la représentation nationale n'est pas représentative. Sur des textes appelés par plus de 80% des Français, notamment, je pense sur l'immigration, je pense sur le rétablissement des peines planchers, l'expulsion des délinquants et criminels étrangers, vous avez 2/3 de la représentation nationale, de la France insoumise aux députés LR, qui votent contre ou qui s'abstiennent de propositions de loi soutenues par 86% des Français. Quand vous voulez proposer une réforme de l'immigration, appelée de leur vœu par 80% des Français, vous avez des rangs entiers de députés, toutes couleurs confondues, qui se lèvent. Ça, c'est intéressant. Il y avait eu un débat sur l'immigration en janvier dernier, et où il y avait eu une motion de rejet à ce moment-là. Et le RN a voté cette motion de rejet. Mais parce que, cette espèce de débat un peu fumeux mené... Mais si on rejette le débat avant même qu'il ait commencé,
Non, mais Il n'y a alors, pas de débat. Et le RN, pas vous, parce que tu n'y Ouais. étais pas et tu n'es pas RN, mais le RN s'était allié avec la France Insoumise pour voter cette motion de rejet. non, le C'était RN. plus politique qu'autre chose Non, à non, l'époque. non. Tu te rappelles, hein, c'était le texte de Gérald Darmanin avec cette fameuse article 3 qui permettait de nationaliser. Parce que le texte le texte était quand même extrêmement timide. À un moment où les Français appellent une vraie réforme structurelle sur ce sujet-là, et il faudrait même d'ailleurs en passer par la voie référendaire, la réforme de Gérald Darmanin, c'était encore des paillettes aux yeux, c'était très timide. Il faut passer par un référendum Ouais, je pour pense. l'immigration. Je C'est pas pense. possible constitutionnellement. Mais on peut changer la Constitution. Et il y a aussi des parades. On peut parler par exemple de protection sociale. Cibler Donc les déjà, sujets. l'AME, c'est un sujet qui est permis par la Constitution. On pourrait mettre un projet de loi sur l'AME Ouais. comme question constitutionnelle. Et là, je vous fais le pari, vous aurez 80% des Français qui se prononcera pour la suppression ou la réduction du périmètre de l'AME. Mais Ah, excuse-moi, c'est hyper intéressant. Je trouve que tu abordes les bons sujets. L'aide médicale d'État. Enfin, en fait, moi, je suis pour qu'on parle de l'immigration. Vraiment, je suis pour. Tu vois, tu parles de 80% des Français. Je suis pour qu'il y ait un débat, qu'on n'ait pas peur d'en parler, qu'on soit de gauche, de droite, du centre, on s'en fout. Il faut en parler. Il y a un sujet sur l'immigration. Par contre, ce qui m'énerve dans ce débat, c'est que j'ai l'impression qu'on prend les sujets minimes pour en faire des sujets maximum. Tu vois. L'aide médicale d'État, ça représente rien dans le budget. c'est 1,3 milliard. Non, mais Non, c'est pas rien parce que là, par exemple, on se bat pour trouver 30-40 milliards. Il faut que les Français sachent que si on a autant tourné autour du pot sur la question du budget et si on est autant dans la difficulté, c'est parce que il faut qu'on trouve 30-40 milliards. Donc, les mais Français l'aide pourront médicale d'État, juger 1,4 tu milliard. vas pas la supprimer à 1,4 milliard. Tu vas supprimer effectivement peut-être des centaines de millions, 400, 500 millions d'euros quand tu arriveras à mieux contrôler. Mais ça sera 400, 500 millions. Alors qu'il y a des économies à faire, peut-être autour de l'immigration d'ailleurs, beaucoup plus importantes ailleurs, mais on n'en parle pas. C'est un peu comme le droit du sol. Enfin, le droit du sol, ça concerne 30 000 personnes en France. Mais j'ai l'impression qu'on nous dit ça sur chaque mesure d'économie de bon sens appelée par la majorité des Français, t'as qui peut-être font raison. chacun des centaines de millions ou déjà 1 milliard, mais ce qui est énorme. Enfin, il faut s'en rendre compte. À chaque fois, on nous dit non, mais ça c'est dérisoire, c'est ci, c'est là. Des exemples comme ça, honnêtement, j'en ai vraiment des tonnes. Hein. Sur le millefeuille territorial, sur la nécessaire réforme de l'État, sur les opérateurs, les 1200 agences qui nous coûtent, opérateurs de l'État qui nous coûtent chaque année 80 milliards. Et à chaque fois, vraiment, à chaque fois, dans les médias ou dans l'hémicycle, quand on dit il y a ça, c'est une gabegie, il y a ça, on pourrait réduire, on a systématiquement la gauche, les macronistes et maintenant une partie des LR qui nous disent non, mais c'est pas le vrai sujet, ça rapportera pas grand-chose. Donc, juste, nous, on a fait un travail très fourni depuis qu'on a été élu à l'UDR. On a proposé 30 mesures fortes. Alors, c'est circonscrit aux besoins de simplification sur le volet de l'État, sur le volet du millefeuille territorial, sur le volet des entreprises, où on arrive à une baisse de la dépense publique de 120 milliards, avec une méthode en 5 ans, très concrète, et une libération de la croissance de l'ordre de 3-4 points de PIB. Donc ce travail, on l'a fait. Je sais que le Rassemblement national a proposé un contre-budget avec une cinquantaine de mesures extrêmement fournies qui aussi opéraient des baisses de la dépense publique. Mais aucune de ces mesures qu'on propose, qui, j'en suis certain, sont appelées par une majorité des Français, n'ont été retenues ou n'ont même fait l'objet d'un débat, parce qu'en face, vous avez des étatistes purs, parfaitement déconnectés, qui sont pas représentatifs en plus des Français. Et j'ai fait ma petite enquête de mon côté. D'ailleurs, on en sortira avec un collègue député Vincent Trébuchet, une tribune bientôt, qui, je pense, fera un peu de bruit, où je me rends compte que la réforme de l'État est impossible avec la représentation nationale qu'on a aujourd'hui, puisque vous avez des députés qui, proportionnellement, représentent 2 fois plus de fonctionnaires que la société française. Vous avez les fonctionnaires dans la société française, vous en avez à peu près 20%. Bon, des députés fonctionnaires à l'Assemblée, vous en avez 40%. Au groupe communiste, c'est 70%. À la France Insoumise, c'est 66%. Au Parti Socialiste, c'est 60%. Des personnes issues du secteur privé, vous en avez dans la société française à peu près 58%. À l'Assemblée nationale, c'est seulement 27%. Donc déjà, ce niveau de déconnexion, où c'est les Français qui votent. Ah oui, non, mais c'est les Français qui votent. Non, mais ça, c'est sûr. Bah mais c'est les Français qui votent avec des accords électoraux totalement contre nature, où vous avez des macronistes qui se désistent au premier tour pour laisser le champ libre à des députés LR qui se seraient fait balayer. Et au deuxième tour, vous avez des députés, enfin des candidats NFP qui se désistent pour faire barrage aux candidats. Donc, et d'ailleurs, il y a un taux de dégoût, donc pour aller un peu plus loin sur pourquoi les Français commence à prendre de la distance avec la parole publique. Je vous ai parlé de pratiques institutionnalisées du mensonge, l'état de déconnexion de la représentation nationale avec des gens qui ne sont pas représentatifs et qui font que
la réforme de l'État, du millefeuille territorial et de cette texte normatif va me sembler beaucoup plus difficile. Donc ça, je pense que c'est le deuxième critère. Il y a une forme de violence aussi. On voit des députés qui se comportent n'importe comment. Dans les rangs de la France insoumise, c'est quasiment quotidien. Un député qui va acheter de la drogue à plusieurs milliers d'euros avec son enveloppe parlementaire à un mineur dans le métro. D'ailleurs, par rapport à ça, excusez-moi, je rebondis sur Élise Lucet qui est venue vous voir à l'Assemblée nationale pour faire des tests salivaires pour savoir si vous consommiez de la drogue. C'est normal ça? Je trouve que c'est. Tu l'as fait le test, toi? Alors moi, je lui ai répondu que je me prêterais, que si elle voulait me tester avec ses tests salivaires, je lui dirais oui. Je lui ai répondu, j'ai même mis un petit commentaire sur sa vidéo sur Instagram. Après, parce que je pense que c'est important de montrer l'exemple. Après, je trouve qu'il y a une démarche un peu d'inquisition derrière. C'est pas clownesque un peu quand même de faire ça, franchement. Ça me déplaît dans le sens où je pense que les journalistes aujourd'hui souffrent d'une aussi grande désaffection et défiance de la part des Français, et ce serait aussi important de leur part de se remettre un minimum en question et de mais pas. Sans parler des journalistes, moi c'est même sur l'image de l'institution. Tu dis il y a 15 secondes et tu as raison sur le fait qu'il y a une violence, il y a des propos dans l'Assemblée qui sont. Enfin, c'est fatigant en fait. Et là maintenant on vient demander aux députés de se soumettre à des tests drogue. Pour montrer qu'ils sont drogués ou pas d'ailleurs. C'est quoi la prochaine étape en fait? Ça va être quoi? Non mais je suis d'accord. Je pense que cette démarche un peu d'inquisition, il faut mettre quelques barrières, mais il faut aussi voir d'où ça vient. Ça vient parce qu'il y a quelques semaines, il y a un député qui s'est fait choper pour une affaire extrêmement grave, qui aujourd'hui est encore député, n'a pas démissionné, est soutenu par l'intégralité du NFP, de tous les groupes politiques du Nouveau Front Populaire le soutient. Certains ont même dénoncé, Sandrine Rousseau, tous ces gens-là qui sont toujours prompts à inventer des mots totalement absurdes de toxicophobie. Donc voilà, on était devenus toxicophobes parce qu'on dénonçait le fait qu'un député s'était acheté avec son enveloppe parlementaire dans le métro à un mineur de la drogue et qu'il s'était fait choper en flagrant délit pour ça. Donc en fait, ça vient pas de nulle part. On a mis aux responsabilités et à l'Assemblée des gens qui ne méritent pas de ceindre cette écharpe tricolore. On a un fichier S. Ils ont été élus. Ils ont été élus, mais il faut voir l'image qu'ils donnent et qui contribue à cette défiance populaire. Il faut voir les accords contre nature qui font que, ça c'est un sondage qui m'a interpellé, quelques jours seulement après le deuxième tour des législatives, vous aviez une majorité d'électeurs macronistes et les républicains qui regrettaient d'avoir fait, soi-disant, barrage républicain et d'avoir choisi un candidat NFP au deuxième tour face à un candidat Rassemblement National. Une majorité d'électeurs LR et macronistes qui, en fait, reconnaissent ça te fait totalement avoir. Derrière, on n'a pas de majorité qui s'est distinguée à l'Assemblée. Derrière, on a des députés, des candidats qui sont devenus députés, qui sont soit des délinquants, soit des antisémites notoires, soit en tout cas des semeurs de zizanie en permanence à l'Assemblée et qui n'ont pour seule obsession de bordéliser nos débats. Et donc voilà, en fait, tout ça fait qu'à la fin, les Français sont à un moment où ils en deviennent dégoûtés et la seule voie pour sortir de là, en tout cas dans cette impasse, ça reste, je pense, une voie référendaire. Tu disais que c'était pas représentatif, l'Assemblée nationale, du monde extérieur. Pour continuer sur ce débat, la politique, c'est accessible à tout le monde. Je te pose cette question parce que toi, tu es député à 31 ans. Et c'est pas du tout une attaque, ce que je vais te dire, mais c'est juste pour essayer de comprendre et d'aller là-dedans. Ton papa est préfet? Oui, il l'est. Est-ce que ça t'a aidé un peu plus à pouvoir entrer dans ce monde politique? Est-ce que c'est pas plus facile après quand on veut faire de la politique pour pouvoir être élu? Je pense que si. Je pense que si. Je pense qu'on part évidemment pas tous avec les mêmes chances. D'accord. Sociales, éducatives, culturelles. On a la chance de naître dans un milieu avec des parents qui peuvent être instituteurs, qui peuvent être professeurs, qui peuvent être de professions intellectuelles supérieures et qui vont vraiment nous accompagner sur le chemin académique. Et puis parfois, on peut naître dans une famille où c'est plus compliqué, où on n'a pas ces bagages socioculturels-là, et donc on va être un peu laissé seul face à ses devoirs le soir. Évidemment qu'il y a une injustice très forte sur nos chances derrière de devenir député, de devenir patron du CAC 40, de devenir... C'est évident. Et ce serait complètement débile de ne pas le reconnaître. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que
as aussi raison, mon goût politique. Alors, on est une famille de 3 enfants. Mon frère et ma sœur, eux, sont très éloignés de la politique. Ils travaillent dans des domaines qui n'ont strictement rien à voir. Moi, je suis le seul des 3. Mais ouais, je pense que les débats un peu passionnés auxquels j'ai assisté entre mon père et ma mère qui ne partageaient pas les mêmes idées. T'es quel niveau dans la fratrie? Je suis le dernier. D'accord. On sent que tu vis avec la politique en toi. Est-ce que là, presque un an, après avoir été élu, il reste encore un peu de temps, d'abord, t'es pas déçu. 2, l'amendement que tu aimerais présenter et que tu aimerais le plus développer est ta plus grande réussite à l'Assemblée, au bout de quelques mois? Je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Enfin, déjà, ça a été un revirement total et très brusque entre ma vie dans le privé où j'ai développé une entreprise pendant 7 ans. Ça, on va en parler. Je veux qu'on en parle parce que ça m'intéresse. Ouais. Avec des codes très différents. Donc, ça a été un peu un saut dans le vide, cet engagement politique sur une campagne courte. Tu as fait une campagne courte, tu as tout arrêté du jour au lendemain. Ouais. Tout arrêté. Ouais, avec tout mon entourage qui me déconseillait fortement d'y aller. Tu avais monté une boîte, tu as même levé, j'ai lu 50 millions d'euros. Ouais, c'est ça, 47. Ouais. Sa boîte, elle s'appelait Blank. Ouais. Comment on dit? Un peu comme Charles ou Charles-Henri, c'est comme tu préfères. D'accord, il y a 2 écoles. Je vais faire genre l'anglais. Blank, ça a aidé, c'est une néobanque pour les artisans, pour les commerçants. Et tu as levé 47 millions d'euros. Comment on fait d'abord pour lever 47 millions d'euros? C'est-à-dire que ça prend des années à construire un projet. Comment on fait? Déjà, il faut trouver une bonne idée, il faut être bien accompagné, il faut avoir une bonne exécution. Alors dit comme ça paraît simple, mais... Tu avais des gens avec toi, tu avais des employés? Oui. Non, et ça aussi, c'est pas le mythe de l'entrepreneur californien à la Zuckerberg qui, dans sa piole d'étudiant ou dans son garage, a monté une licorne. C'était pas ça. Moi, dès le début, j'ai eu la chance d'être accompagné par un startup studio qui était un startup studio spécialisé en fintech, donc en fait en entreprise tech de la banque. Donc, j'ai pas été tout seul. On a été accompagné aussi dès le début en termes de financement, ce qui est quand même beaucoup plus facile parce qu'au début, généralement, quand vous êtes entrepreneur, vous mangez des pâtes pendant 1 an et demi avant de réussir à trouver un investisseur qui va miser sur vous. C'est un incubateur à la suite de ton école? Ouais, un startup studio, c'est une startup qui crée des startups. Donc, c'est une startup qui va réfléchir sur certaines idées. Il y a 3 phases. Il y a la phase d'idéation où on va réfléchir à une idée, faire une étude de marché, voir s'il y a un marché ou pas, si ça peut être utile de creuser. La deuxième phase, ça va être de créer ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product. Okay. Donc vraiment le produit très basique, très rudimentaire, avec la fonctionnalité clé que tu vas essayer de développer en 6-9 mois pour ensuite la mettre sur le marché. Donc à chacune de ces phases, il y a un peu un feu vert, feu rouge de la part de ceux qui t'accompagnent. Et après, la 3e phase, c'est la phase de croissance où là, il faut recruter des cofondateurs, il faut lever des fonds, il faut recruter des premières personnes et il faut monter la boîte. Donc, Attends, et t'as tout planté du jour au lendemain pour présenter aux législatives en 2024, là? C'est ça. C'était pas non plus hyper joyeux, je veux dire, l'ambiance n'était pas folle. Et t'as arrêté. T'es sorti de ta boîte, comment ça se passe? Alors, la dissolution intervient, on la prend le dimanche soir. J'avais rencontré Jordan Bardella. J'ai rencontré Jordan Bardella en mai 2023. Okay. En mai 2023, à l'occasion d'un dîner d'entrepreneurs, plutôt d'ailleurs issu de la tech, où il était venu pour échanger, pour qu'on lui donne quelques idées, pour nous rencontrer. D'ailleurs, j'ai été vraiment très séduit par sa démarche, par la vision qu'il pouvait avoir sur ce milieu-là, alors que c'est un milieu que beaucoup de politiques, y compris à droite, ont complètement déserté. Je pense que d'ailleurs la droite, malgré toutes ces années dans l'opposition, n'a absolument pas réfléchi à cet écosystème entrepreneurial, à comment le défendre, à comment le porter, à comment valoriser l'initiative privée. C'est aussi pour ça qu'on s'est pris des vestes à longueur de temps. J'ai trouvé quelqu'un, Jordan Bardella, malgré son jeune âge, qui avait une maturité sur le sujet. Donc je l'avais rencontré à cette occasion, on avait gardé le contact. Vous avez le même âge ? 1 an et demi d'écart, je crois. Okay. Et à l'époque, on s'était pas mal revus. Il m'avait dit, si un jour on a besoin de toi, ton profil nous intéresse, est-ce que tu serais prêt à tout quitter pour nous aider et te lancer? Et à l'époque, je lui avais dit, je me déroberai pas. Je pensais pas que ça arriverait aussi rapidement. Je pensais que ce serait peut-être autour de 2027. Mais donc là, tu as quitté ta boîte? Dimanche soir, dissolution. Lundi, on me contacte en me disant, tu te souviens, tu nous as dit que tu déroberais pas et que tu pourrais peut-être être l'un des profils à nous rejoindre. Et là, ça a été, très honnêtement, ça a été des nuits blanches parce qu'il fallait que je prenne ma décision en 24 heures à peine. En 24 heures parce que Macron
avait fait les choses de telle sorte pour favoriser les sortants qu'il n'avait laissé que 20 jours de campagne, là où la Constitution fixe un seuil minimal de 20 jours. Donc, il ne pouvait pas descendre en dessous de la limite. On avait moins d'une semaine pour désigner les candidats, préparer les documents administratifs pour déposer sa candidature, identifier des suppléants, des mandataires financiers, tout ça, on est en France. Hein. Exactement. Se présenter pour une candidature de député, c'est extrêmement complexe. Ça nécessite beaucoup de paperasse, des formulaires en triple, quadruple exemplaire. Donc, tout ça pour dire, j'avais 24 heures pour me décider. Nuit blanche. Tout mon entourage, ma famille, mes associés, mes employés qui me disent n'y va surtout pas, s'il te plaît, on a encore beaucoup de choses à accomplir. Enfin, ça a été surtout tu vas te griller, il n'y aura pas de majorité. Dans le privé, au moins, tu es un peu assuré de les graines que tu sèmes à force de travail. Tu peux être sûr qu'il y aura des fruits derrière. Et donc, ça a été une vraie réflexion seule face à moi-même, où je me suis dit, ça paraît peut-être disproportionné de se dire ça, et je suis très humble par rapport à tout ça. C'est pas moi qui vais tout changer. Je suis je suis un maillon de la chaîne et je suis qu'un parmi tellement. Mais je me suis dit, la France est dans un tel état. Si quelqu'un comme moi, Flip, refuse l'obstacle, alors que je suis en accord, mais total, avec ces idées qu'on essaye de porter dans l'opposition depuis des années et qu'on n'arrive pas à concrétiser, qu'on peut être les porte-voix de ces gens, de cette majorité silencieuse qui en a ras-le-bol, qui vit des épreuves au quotidien et qui ne voit pas le début d'une solution. Si quelqu'un comme moi refuse l'obstacle et me compromet à poursuivre des intérêts un peu confortables, on sortira jamais de tout ça. Donc, tu as planté ta boîte. Enfin, entre guillemets, tu as planté... Alors, c'est pas que j'ai planté ma boîte, c'est que contre l'avis de beaucoup autour, je leur ai dit, je m'en fiche, ça reste mes convictions, je ne mêlerai pas l'image de l'entreprise. Mais tu as toujours des parts dans la boîte, quand même. Non. Ah ouais. Là, je me suis désengagé de tout. C'est aussi pour ça que maintenant, depuis que je suis élu, je n'engage absolument plus la parole de l'entreprise. Donc, je suis d'autant plus libre et je ne veux surtout pas les mettre dans les difficultés. Je sais à quel point le milieu de la tech est... Et ça parfois... Ça fait pas les boules, ça, quand même, quand on a créé une boîte de tout en bas et qu'en plus elle cartonne, entre guillemets, et qu'on arrive à lever des fonds et à développer son activité. Moi, je suis chef d'entreprise aussi. Je me dis, putain, c'est relou, quand même. Oui, mais c'est sûr, c'est frustrant parce qu'on ne va pas complètement au bout de l'aventure, parce que les 150 employés, je les avais tous recrutés, formés moi-même. On était vraiment devenus... 150 Ouais, on était vraiment devenus... Elle est où, la boîte? Elle est à Paris? Le siège est à Paris, on a aussi un siège à Milan, parce qu'on s'était lancé en Italie il y a un peu plus d'1 an et demi. Et puis après, on a des équipes, parce qu'on avait beaucoup recruté en période Covid. Donc on a des personnes qui travaillent en télétravail, on a quelques-uns d'ailleurs qui avaient été recrutés à Montpellier, d'autres dans d'autres points de la France. Mais le siège est basé à Paris. Et la stimulation du privé, elle te manque pas? Tu seras chef d'entreprise toute ta vie? Ce qui me manque, c'est... Ici, c'est quand même la maison des discussions et des débats stériles. Ouais. C'est quand même la maison de la bureaucratie et des lourdeurs. C'est quand même la maison où, par exemple, les votes à l'Assemblée, il faut voir parfois certains fonctionnements de cette vieille institution qui pourraient être bien dépoussiérés. C'est quoi? C'est le rythme alors? C'est le fait d'avancer qui te manque? C'est le fait d'être réactif? D'aller beaucoup plus vite, de se concentrer sur l'essentiel, d'être pragmatique. Il y a énormément de méthodes du privé qui, je pense, serait éminemment souhaitable pour notre fonctionnement démocratique, pour redonner aussi la parole au peuple, pour éviter des débats sans fin qui n'ont pas lieu d'être. La politique, c'est un métier pour toi? Non, ça ne doit pas être un métier. Je pense qu'on dit tout ça quand on est jeune élu, et droit dans les yeux, on regarde les journalistes à la caméra en disant la politique, ça ne doit pas être un métier, ça ne doit pas être une carrière sur des décennies. Mais je pense fondamentalement que ceux qui n'ont pas connu autre chose avant et qui connaîtront que ça après, il leur manque peut-être quelques nuances. Après, on peut bien s'entourer, on peut avoir la vision, on peut être bien conseillé, mais je pense que c'est évidemment un plus d'avoir connu quelque chose avant et puis d'avoir aussi une vie qui chemine entre privé, public, engagement pour le pays et activité associative. Tu es chef d'entreprise à la base, donc, quand tu vois Donald Trump aujourd'hui, tu es trumpiste ou pas? Non, je ne suis pas trumpiste. Tu disais tout à l'heure, j'étais très content de son élection. Pourquoi? Parce que pour moi, Kamala Harris, Joe Biden et tous ces vieux démocrates, si j'étais américain, évidemment, je serais républicain. Je soutiendrais mes intérêts vitaux, ma souveraineté nationale, mes entreprises. Enfin, évidemment, pour moi, ce serait America First. Et les Américains ont raison de penser comme ça. Et je pense que tous les peuples devraient, d'une certaine façon, aussi raisonner en fonction de leurs intérêts. C'est pas ça, la droite?
La droite, c'est une certaine idée de la... C'est le libéralisme quand même, la droite, c'est de pouvoir vendre là où on veut, développer là où on veut. Ah mais bien sûr, mais sauf que c'est souvent le libéralisme à l'intérieur et d'une certaine façon aussi la protection Le protectionnisme à l'extérieur. à nos frontières. C'est loin C'est d'être pas la incompatible. mondialisation, la droite? Mais non, parce que pour développer ces entreprises, pour créer un terreau propice à la croissance, à la création de richesses, à la création d'emplois, il faut aussi être assez fort sur les menaces qui peuvent venir de l'extérieur, sur le dumping social, sur des normes absurdes qu'on peut appliquer nous, mais on fait importer. Les agriculteurs sont bien placés pour le savoir. Donc non, ça nécessite un minimum de protection, un minimum de frontières. Être de droite, c'est aussi ça. C'est aussi une idée de la continuité temporelle, spatiale. C'est aussi des repères anthropologiques et historiques qu'on a envie de préserver pour continuer à créer de l'unité, créer du commun. C'est aussi ça la droite. Donald Trump, on apprend qu'il va y avoir 25% de droits de douane sur les automobiles, notamment les automobiles étrangères. Il dit qu'il va mettre des droits de douane encore plus importants sur certains produits symboliques français ou européens. C'est encourageant, tu trouves ça? Toi qui es chef d'entreprise. Je t'ai pas répondu dans le détail. J'étais content de l'élection de Donald Trump face à Kamala Harris. Je me suis réjoui pour les Américains qui allaient, en tout cas, avoir quelqu'un qui allait les défendre mordicus. En tant que Français, évidemment que j'y vois une inquiétude. J'y vois une inquiétude parce que je me souviens d'Alstom, parce que je me souviens de l'Inflation Reduction Act, parce que je me souviens des espionnages industriels que les Américains pratiquent à loisir sur nos fleurons industriels et sur nos belles entreprises innovantes françaises et européennes, parce que je me souviens de tout ça. Donc je ne suis pas béat sur la menace de l'impérialisme américain. Donc ce serait complètement stupide d'être C'est qu'économiquement que tu te dis c'est quand même inquiétant, Trump. Est-ce que le fait qu'il menace les accords de Paris, par exemple, retirer Paris, enfin les États-Unis des accords de Paris sur le climat, alors le wokisme, tu vas me dire que tu vas être très content, et je peux l'entendre, mais sur l'immigration, sur tout ça, pour toi, c'est des bonnes décisions qu'il faudrait qu'on applique en Europe aussi? Mais c'est des bonnes décisions de restauration de la souveraineté du pays. Quand on voit qu'en l'espace de 2 semaines, il a renvoyé 8000 clandestins, j'ai fait la comparaison. En France, c'est même pas le nombre d'OQTF qu'on applique sur une année. En 2 semaines, à peine arrivé. Des OQTF reconduits à la frontière. L'année dernière, je crois qu'il y en a eu moins de 8000. Donald Trump, en 2 semaines, il en reconduit 8000. Et au début, il faut voir le parallèle. Il a le président pétro-colombien qui lui dit non, ça va pas se passer comme ça, vous allez les récupérer. Il a mis moins de quelques heures à peine, avec la menace d'augmenter les tarifs douaniers, pour que le président le rappelle en lui disant en fait non, c'est mal compris, je vais vous amener mon avion présidentiel et je vais moi-même m'en occuper. Vous emmerdez pas, je m'en occupe. Et le Costa Rica, le Guatemala, tous ces pays sud-américains sont en train de coopérer, là où nous, des influenceurs algériens qui sèment le trouble, qui prêchent des discours de haine, qui sont dangereux pour l'unité et notre communauté nationale, qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes sur TikTok qui n'ont rien à faire sur notre territoire, on n'arrive même pas à les renvoyer chez eux. Alors que pourtant, les incantations de M. Retailleau, elles sont là. Et pourtant, pareil, les Français sont massivement pour qu'on respecte enfin nos intérêts vitaux. Donc, il n'est pas à la hauteur, Bruno Retailleau, comme ministre de l'Intérieur pour le moment? Je pense qu'il pourrait en faire plus. Je ne doute pas de sa sincérité, honnêtement. Je pense que c'est quelqu'un de sincère. Il faut lui reconnaître ça. Il a un discours de vérité qui fait beaucoup de bien au pays et aux gens qui entendent pour la première fois depuis une dizaine d'années quelqu'un qui dit le réel, qui dit ce qu'il voit et qui pense ce qu'il pense. Et les Français, je pense, sont en attente de ça. Donc il est en train, sa courbe de popularité n'est due qu'à ça. Je pense à cette restauration d'un discours de vérité qui a beaucoup manqué, y compris Place Beauvau. Mais après, il faudrait qu'il aille beaucoup plus loin. La circulaire qu'il a sortie, d'ailleurs, je trouve, est un acte manqué terrible, parce qu'elle reconnaît d'une certaine façon que vous pouvez arriver clandestinement et violer la loi du pays de la France. Si vous travaillez quelques années, en fait, derrière, c'est sûr, on va vous régulariser. Donc il y a pas mal de manquements aussi. Sur les OQTF, par exemple, dans sa circulaire, il est indiqué qu'on peut réexaminer votre cas, même si vous ne l'avez pas appliqué au bout de 3 ans. Il y a plein de choses comme ça qui sont des signaux d'appel d'air de l'immigration contre lesquels il faudrait, du jour au lendemain, comme Donald Trump, arrêter ces appels d'air-là, arrêter ces signaux. Il ne le fait pas. Un dernier point sur Bruno Retailleau, je lui en veux beaucoup. C'était l'une de mes toutes premières expériences de parlementaire. On avait 2 propositions de loi soumises par le Rassemblement national.
le rétablissement des peines planchées, supprimées par Christiane Taubira, l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. Ces 2 propositions, 85% des Français les soutiennent. 85%. Les peines planchées, je suis pas sûr. Sur la deuxième, je suis d'accord. Bah, j'avais regardé le sondage, je pourrais te le retrouver. Ouais, ça m'intéresse parce que les peines planchées, on a vu que ça marchait pas tellement en réalité. On avait essayé sous Sarkozy et les résultats, ils étaient pas non plus probants. Bah, non mais attendez, des peines planchées, on C'est peut marrant faire la parce liste. parce que quand je te dis quelque chose qui Ouais, non, pas, c'est vrai. tu me vois. Non mais c'est pas grave. Hein. Non, mais... Espèce de vieux réflexe, mais vieux réflexe de droite probablement. Mais non mais bon, alors sur le deuxième, je suis d'accord. Mais sur en le, tout sur cas, le fait sur l'exclusion des délinquants étrangers, je suis d'accord que je les te Français- retrouverai le sondage. Expulsion des délinquants et criminels étrangers, c'est même 86%, et je crois que les peines planchées est 85%, mais on pourra Ça regarder si m'intéresserait tu veux. de voir, ouais. Et Bruno Retailleau donne pour consigne à la tribune de l'Assemblée via son ministre délégué d'appeler à voter contre ces 2 propositions de loi. Ils auraient même pu faire un appel de sagesse. On appelle ça la sagesse. C'est quand on ne se prononce pas et qu'on laisse Chacun fait comme il entend. chacun fait comme il l'entend. Là, alors que Et pourquoi 85% des Français... C'est quoi la justification? Non, mais Il faudra lui il y a demander. bien une justification. Ah mais je ne l'ai pas comprise. Et ça m'a tellement déçu. Ça m'a tellement déçu parce que je suis sûr qu'au fond, on pense à peu près la même chose. On dit les choses dans les mêmes termes, mais comment, alors qu'il arrive aux responsabilités, qu'il a un pouvoir encore plus grand, pourquoi il se dérobe de cette façon? Donc j'ai été, et pourquoi je pense que la lecture, c'est parce qu'il ne voulait pas donner un point au Rassemblement National et à l'UDR, mais je trouve ça... Enfin, les Français en peuvent plus de ça. Les Français en peuvent plus. Donc, ouais, ça a été un exemple de voir des députés LR qui votaient comme des députés insoumis contre 2 mesures attendues par une immense majorité des Français. Bah, c'est le genre de truc où, en tant que parlementaire, ça me dégoûte de tous ces débats qu'on peut avoir dans l'hémicycle. Avant de terminer l'interview, en tant qu'ancien UMP, t'as été LR ou pas? Ouais, j'étais LR, ouais. Alors. J'étais avec Nicolas Sarkozy comme président des Jeunes au moment où il a rebaptisé le parti Les Républicains, ouais. Alors en tant qu'ancien LR, si tu devais voter aujourd'hui entre Retailleau et Wauquiez, tu voterais quoi? À titre personnel, la question se poserait même pas. Enfin, j'aurais pas de doute, je voterais Bruno Retailleau. D'accord. Mais Pourquoi Laurent Wauquiez, c'est pas la droite non plus? C'est comme Darmanin ou Édouard Philippe? non, mais c'est pas ça. Mais je vous parlais de la sincérité. Le point que je donne à Bruno Retailleau, en dépit vraiment de l'impuissance dont il est en train de faire preuve et de son incapacité à aller au bout des choses, quand on voit, quand on fait le parallèle entre le cas États-Unis-Colombie et France-Algérie, alors que les intérêts sont vraiment pas du même niveau. Enfin, l'Algérie, le PIB de l'Algérie, je crois que c'est l'équivalent du PIB de l'Île-de-France, quoi. Ouais. Donc des mesures de rétorsion qu'on a pour leur renvoyer des délinquants qui ont la double nationalité et qui sont frappés d'OQTF, qui n'ont rien à faire chez nous, des leviers, on en a plein, il n'en a pas activé un seul. Donc, mais je lui reconnais un point, c'est cette sincérité. Laurent Wauquiez n'a aucune sincérité. Laurent Wauquiez, ça a été le disciple de Jacques Barrot, que Jacques Barrot d'ailleurs n'a pas voulu à son propre enterrement, parce qu'il l'avait renié sur sa vision de l'Europe, lui qui était l'un des premiers fédéralistes. Et en fait, voilà, il y a quelques mois, quelques semaines à peine, même avant le soir du 2e tour, il nous expliquait que jamais au grand jamais on ne le prendrait à une alliance avec Emmanuel Macron, que jamais au grand jamais il appellerait à ce que des ministres rejoignent un gouvernement tant qu'Emmanuel Macron serait président. Jamais au grand jamais il irait négocier avec... Il n'a pas été dans le gouvernement là où Bruno Retailleau y a Non, été. mais il l'a réclamé. Il l'a réclamé et il a poussé des fidèles à y aller. Et en fait, c'est ça que je reproche à Laurent Wauquiez. C'est ça qui a miné la droite, au-delà de son absence de travail et de sa paresse intellectuelle. C'est ce reniement permanent. Et de tromper les lecteurs à longueur de scrutin, en fait, à un moment, on finit à moins de 5%, on ne rembourse pas une campagne présidentielle et on doit juste faire une chose, c'est quitter le paysage politique, quoi. Donc je pense qu'il n'a plus aucune cote d'avenir, il est usé et c'est le sort parfaitement mérité pour quelqu'un qui a trahi et qui continuera à trahir. Il faut une 6ème République ou t'es attaché au modèle de la 5ème, toi? Il faut revenir au modèle gaullien de la 5ème République, qu'on désavoue peut-être un peu trop, avec un conseil constitutionnel omnipotent, avec des chambres et des cours qui s'arrogent des rôles de cour suprême un peu populophobes. Parfois, on l'a vu avec cette loi immigration où beaucoup d'articles ont été censurés au prétexte que c'était des cavaliers législatifs, alors qu'ils traitaient de cette question de l'immigration. Donc cet argument, moi, je l'ai encore en travers de la gorge. Et j'y vois quand même une grande menace. Cette espèce aux États-Unis, ils parlent de deep state. Moi, je pense qu'il y a quand même une menace
sur la démocratie qui pèse de ces gens qui ne sont pas élus, qui rendent la justice et qui parlent au nom du peuple français, mais qui ne répondent qu'à leurs intérêts et qu'à leurs convictions personnelles. Mais Donc il faut revenir. Il Il ne faut pas du tout de 6ème République. Est-ce qu'il faut mettre fin au 49.3 ? Il faut limiter l'usage du 49.3. Moi, je C'est- suis. Ouais, Il décide genre- beaucoup le 49.3 aujourd'hui à l'Assemblée, non ? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est dévoyer le principe même d'une représentation nationale. Mais je pense il faut revenir au peuple. En France, on n'a connu que 9 référendums depuis la création de la 5e République. Quasiment la moitié ont été faits sous les années du général de Gaulle. Ça fait 20 ans, 20 ans Ouais, qu'on n'en a pas eu. C'est ça 2005 2005, c'est ça. Le temps est quand même très long. Il est temps de redonner le pouvoir au peuple. Je pense que les Français se sentent dépossédés. Les Français se sentent floués. On l'a vu lors des dernières élections législatives. Et voilà, donc il faut revenir à cette pratique gaulienne, redonner le pouvoir au peuple. Moi, c'est comme ça que j'entends mon mandat, de façon très humble. Je ne suis pas un élu plus éclairé que la moyenne des électeurs et des citoyens. Je ne suis que leur porte-voix et je suis que l'expression populaire de leur confiance. Donc je suis là pour appliquer ce qu'ils souhaitent, ni plus ni moins. Redonner le pouvoir au peuple, le peuple il va voter, il vous choisit, vous les représentants de la nation. Si demain on fait un référendum, ce serait quoi pour toi le thème qu'il faudrait solliciter? L'immigration? C'est l'éléphant qui est dans la pièce, c'est l'immigration. C'est le sujet qui a le plus bouleversé fondamentalement la société française et beaucoup de sociétés occidentales depuis 40-50 ans, mais pour lequel le peuple n'a jamais eu à se prononcer. Ok, si je te dis demain il y a un référendum sur la fin de vie, c'est inintéressant? Je pense pas que ce soit inintéressant, parce qu'on le voit dans les sondages. Je vous dis, je te tiens le discours d'un moi je veux être le porte-voix du peuple, et je peux pas me mettre des œillères sur des sujets d'ailleurs pour lesquels j'aimerais qu'on ait beaucoup de précautions, et sur lesquels je serais pas tellement à l'aise. Je pense que je serais pas à l'aise. Donc, mais en même temps, je vois dans un sondage de la Tribune du dimanche qu'avec l'immigration, oui, la fin de vie, effectivement, c'est un sujet dont les Français ont envie de s'emparer. Alors je sais pas de quelle façon on pourra le faire, mais je ne serai jamais de ceux qui penseront qu'il faut bâillonner le peuple, qu'il faut éviter les sujets qu'ils veulent trancher. Je ne serai jamais de ceux-là. Même si certains sujets ne me plaisent pas, que ce soit sur les retraites, que ce soit sur la fin de vie, que ce soit sur tous ces sujets-là où visiblement les Français ont envie de se prononcer, je ne serai jamais un adversaire de la démocratie. Merci beaucoup Charles-Henri Alonc. Merci à toi. Député UDR de l'Hérault et porte-parole de l'UDR, donc l'Union des droites, c'est comme ça? L'Union des droites pour la République. Pour la République. Et merci de nous avoir reçus et bonne journée, bon travail, puisque cette année et ce mois-ci, il y a beaucoup de sujets qui arrivent. Absolument. Et là d'ailleurs, on a la réunion tout à l'heure je préside le groupe d'études sur la simplification. On fait la réunion constitutive, donc ça va être une étape importante. Et bon courage. Merci et à bientôt. beaucoup. Ciao. À très vite.